Je vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Nous retournons en Arctique aujourd'hui. Une récente mission scientifique de 3 semaines cherche à cartographier les sédiments du fond marin. Elle veut également évaluer l'impact des changements climatiques sur cet environnement du nord du Canada. Pour le faire, les chercheurs ont utilisé le brise-glace l'Amundsen de la garde côtière canadienne, un bateau disponible pour les missions scientifiques du réseau de recherche l'ArcticNet. C'est un réseau qui regroupe des chercheurs d'une 30aine d'universités canadiennes. Que nous dit le Grand Nord sur notre climat, présent et passé? Pour le savoir, restez à l'écoute. Pour parler d'Arctique et de climat, nous avons avec nous aujourd'hui Marianne Falardeau-Côté, candidate au doctorat dans le département des sciences et des ressources naturelles à l'université McGill. Bonjour. Bonjour. Nous avons aussi avec nous Juan Carlos Montero Serrano, qui est professeur en géochimie et géologie marine à l'Institut des sciences de la mer de Rimouski, à l'Université du Québec à Rimouski, à l'UQAR. Bonjour. Bonjour. Professeur Montero Serrano, vous venez de rentrer de votre périple scientifique. Votre mission visait à constater l'impact du réchauffement climatique sur l'Arctique canadien. Donc, racontez-nous un petit peu ce que vous avez observé dans... Oui, en fait, la mission a permis de recueillir les différentes carottes sédimentaires et de phytoplancton dans la colonne d'eau. Alors, ces échantillons-là, ils vont permettre de retracer les variations des conditions climatiques et océanographiques au cours des derniers millénaires et d'évaluer l'impact des changements climatiques sur l'environnement marin du nord du Canada. Ça, c'était dans les fonds arctiques. Pourquoi vous vous intéressez plus particulièrement à ces colonnes d'eau? En fait, c'est juste que ce qu'il faut dire, c'est que la mission il vise à constater l'impact du réchauffement climatique observé depuis une dizaine d'années. Alors, les données instrumentales et satellitaires ils démontrent une augmentation de la température et une réduction accélérée de la couverture des glaces arctiques, ainsi qu'une réduction de la superficie de plusieurs glaciers qui sont localisés au nord de la baie de Baffin. Alors, pour mettre en perspective cette réduction de la banquise et de la fonte accélérée des glaciers, il est nécessaire de connaître leur histoire dans les passés géologiques. Mm-hmm. Et c'est là où les carottes sédimentaires ils rentrent en jeu. Concrètement, comment on prend ces carottes sédimentaires? Expliquez-nous pour moi et peut-être pour nos auditeurs aussi. Alors, les carottes sédimentaires, ils gardent en mémoire des informations précieuses sur les conditions climatiques et océaniques passées, telles que l'évolution des courants marins, la dynamique sédimentaire et les conditions environnementales passées. Donc, les longues carottes sédimentaires qui on prélève au fond marin grâce à un carottier à gravité qui fait 3 mètres ou encore à piston qui fait 9 mètres, ils vont permettre de remonter généralement entre 10 000 et 15 000 ans, dépendant du taux d'accumulation des sédiments. Alors, ceci va nous permettre de discerner quelle est la variabilité naturelle du climat arctique versus l'impact anthropique. C'est un petit peu compliqué peut-être pour nos auditeurs. Donc, est-ce que vous pouvez peut-être juste nous expliquer, ces carottes, en fait, ça ressemble à des grands tubes de glace, c'est ça? Non, c'est vraiment des longues carottes de sédiments qui font à peu près entre 3 et 9 mètres. D'accord. Et plus, et avec ces longues, plus vous descendez, oui. Plus on peut remonter dans le temps, dans le passé. Entendu. Donc, alors, c'est pour ça que je dis que des fois, ces carottes-là, ils permettent d'aller entre 10 000 et 15 000 ans. Comme ça, on peut étudier la variabilité naturelle du climat, la variabilité interne du climat versus ce qui est induit par l'homme. Oui. Madame Falardeau-Côté, vous vous intéressez plus aux écosystèmes, à la réponse des écosystèmes au changement climatique notamment. Pour votre mémoire de maîtrise, vous êtes monté sur le même navire. Parlez-moi peut-être des adaptations, des changements que vous avez constatés quand vous êtes là on parle plus dans l'eau, les poissons.
Oui, dans le cadre de ma maîtrise, je travaillais effectivement sur l'Amundsen dans le laboratoire de professeur Louis Fortier qui se spécialise principalement sur la composition en zooplancton puis en poissons marins. Et il y a différents indicateurs, des outils qui nous permettent de voir des changements dans l'écosystème marin, par exemple la composition en espèces. Donc, en retournant au fil des années, on peut voir s'il y a des changements dans les assemblages. Est-ce qu'il y a des nouvelles espèces? Est-ce que les espèces locales de l'Arctique sont en déclin ou en augmentation? Puis, dans le cadre de ma maîtrise, je m'intéressais particulièrement aux poissons. En Arctique, il y a une espèce qui s'appelle la morue arctique, qui est différente de la morue atlantique. On connaît. Oui, c'est une espèce bien différente qui est très, très adaptée à l'Arctique. Par exemple, elle a une protéine antigel dans son sang. Puis la morue arctique, il y en a en grande quantité dans l'Arctique. Mais une question qu'on se pose beaucoup, c'est est-ce que avec le réchauffement de l'Arctique, puis une montée d'espèces provenant des océans Atlantique et Pacifique, est-ce que ces espèces-là pourraient entrer en compétition avec la morue arctique? Et si oui, quelles seraient les conséquences pour l'ensemble de l'écosystème, pour les niveaux trophiques supérieurs, c'est-à-dire les mammifères marins, les oiseaux marins? Et dans le cadre de ma maîtrise, on a observé une espèce qui s'appelle le lançon du Pacifique, qui se retrouve normalement plutôt dans l'océan Pacifique, jusqu'à la mer de Bering, peut-être un petit peu plus haut, là, mais nous, on l'a vu dans la mer de Beaufort, qui est plus à l'est, vers l'Arctique, quand on rentre à partir du Pacifique. Et puis, le lançon du Pacifique, on observe une augmentation de sa population avec les années. Et je mesurais s'il y avait une compétition potentielle avec la morue arctique. Ce qu'on observe, c'est que en ce moment, c'est encore tôt pour voir une compétition très significative, mais c'est vraiment important de faire le suivi. On observe qu'elles mangent des proies très similaires, donc il y a un potentiel pour que, avec le temps, là, ça puisse causer une compétition. Ça ressemble à quoi un lançon et qu'est-ce que ça mange? Ça ressemble à un caplan, beaucoup. Donc c'est des petits poissons ou une sardine. C'est des petits poissons qui se tiennent en très grands bancs. Puis quand ça crée des grandes agrégations, des grands bancs. Puis quand il y a des bancs de lançons, de caplans ou de ce type d'espèces, on retrouve beaucoup de mammifères marins, d'oiseaux marins. Donc ça crée énormément de productivité. Le lançon, c'est un petit poisson qui va se cacher dans les sédiments en hiver, donc il peut tomber en dormance. Une des raisons pour laquelle on pense que c'est peut-être une espèce qui peut un candidat pour lentement coloniser l'Arctique, parce que dans les conditions un peu plus difficiles, le lançon est capable d'aller se cacher dans les sédiments. Effectivement. Donc ça peut être avantageux pour cette espèce-là. Puis ça mange aussi du zooplancton, comme la morue arctique, d'où l'importance de faire le suivi là, en termes de compétition. Et si ça se tient en grand banc, je suppose que ça peut justement manger énormément à ce moment-là. Effectivement, oui. Professeur Monterano-Serrano, est-ce que vous en avez vu des lançons, des petits poissons? Oui, en fait, c'est ce qu'il faut dire, c'est en fait que la mission à bord de l'Amundsen, c'est une mission multidisciplinaire dans laquelle il y a en jeu la géologie, la biologie, la chimie. Alors oui, l'équipe du professeur Louis Fortier était à bord pendant cette mission et oui, on racontait différents types de poissons dans laquelle on quantifiait ça dans leur base de données. Et de votre côté, vos prélèvements donc de carottes sédimentaires, qu'est-ce que vous en tirez? Qu'est-ce qu'elles vous ont raconté? Qu'est-ce qu'elles vous disent du climat? En fait, c'est ce qu'il faut dire, en fait, que c'est les résultats, on va les voir à la suite d'un long procès d'analyse par mes étudiants à la maîtrise et au doctorat. Alors, les résultats de mes recherches, ils vont être connus au cours des prochains mois et années. Là. Mais c'est ce qu'on peut dire, c'est qu'on constate depuis les années 1960 une fonte accélérée du glacier qui se localise au nord de la baie de Baffin, au nord du 74e parallèle. Et dans cette zone-là, les glaciers fondent? Exact. Les glaciers, depuis 1960, on a fonte accélérée de ces glaciers. Et probablement, c'est dû au réchauffement climatique qui suivit l'Arctique depuis une dizaine d'années. Oui. Et vos prélèvements commencent à raconter cette histoire-là? Oui, exact. Oui. C'est ce qu'il faut dire, en fait, c'est que, en fait, on prélève des sédiments qui sont juste en face du front des glaciers.
Alors, comme les glaciers réagissent dynamiquement aux variations climatiques, ils vont entraîner à l'aval des modifications dans l'apport des sédiments vers les fonds marins. Alors, en prélevant des sédiments au fond des glaciers et en étudiant couche par couche, ça nous permet en fait de comprendre comment les glaciers ont réagi aux variations climatiques et océanographiques passées. Au fur et à mesure, les sédiments tombent et s'accumulent. Exact. C'est ça? Et en les analysant, vous allez pouvoir voir l'évolution au cours des décennies, des centaines d'années, des millénaires. Oui, exactement, oui. Est-ce que ça se voit à l'œil? Quand vous les regardez, est-ce qu'il y a des changements qui peuvent se voir à l'œil dans la différence des sédiments? Parce que là, vous allez analyser, oui. Exact. Des fois, on voit des couches délestées par des salves. C'est des couches dans lesquelles les sédiments ils sont plus grossiers. Oui. Alors, si on observe plus de ces couches-là, on peut intuire en fait que la langue glaciaire était plus active. Alors, ça veut dire que la langue glaciaire peut-être il fondait plus, donc il y avait plus des icebergs qui arrivaient dans la zone d'étude et qui laissaient des traces de sédiments grossiers en fait dans la colonne d'eau. Pour bien comprendre donc ces changements climatiques qui se produisent sur l'Arctique, en fait, vous regardez, professeur Monterano-Serrano, vous regardez les sédiments. C'est des sédiments de quoi, concrètement? En fait, c'est des sédiments qui sont issus de l'altération des roches sur les continents. Alors, ces sédiments-là, ils vont être déposés en fait au fond marin. Alors, par la suite, on va étudier ces sédiments-là et de façon indirecte, on va essayer d'intuire c'est quoi les conditions climatiques et océanographiques dans un temps précis. Vous, Madame Falardeau-Côté, maintenant vous êtes en doctorat, êtes une candidate au doctorat. Vous vous intéressez plus particulièrement aux communautés et comment elles vont vivre ces changements-là qui se produisent dans les écosystèmes. Vous en êtes où là? C'est ça, vous êtes en train d'écrire, mais qu'est-ce que vous pouvez nous raconter là aujourd'hui déjà? Oui, mon projet porte encore sur les écosystèmes, mais j'utilise une approche qui fait le lien justement avec les communautés. C'est les services écosystémiques, qui est une approche qui gagne vraiment en popularité à travers le monde. Puis les services écosystémiques, en fait, c'est une façon de quantifier tous les bénéfices que les humains obtiennent de la nature. Donc, il y a différentes catégories, par exemple, ce qui est plus de la nourriture, donc assez concret. Les services de régulation, par exemple, l'absorption de carbone par l'océan Arctique est un service écosystémique que l'Arctique rend à l'ensemble de la planète. Donc, j'essaie d'un peu de vous faire un bilan des différents services que l'océan Arctique fournit aux communautés locales, mais aussi à l'ensemble de la planète. Et puis, par exemple, un de mes chapitres est une vaste revue des études scientifiques sur plusieurs années où je mets ensemble toutes les études qui ont été faites sur les impacts des changements climatiques, tant sur l'écosystème que sur les humains, pour avoir un portrait là, de tous les différents types d'impacts, comment les impacts peuvent interagir. Puis ce qui en ressort, c'est qu'il y a davantage d'études scientifiques sur les écosystèmes. Puis il y a énormément de changements effectivement sur l'écosystème, mais ceux-ci peuvent se répercuter ensuite sur les communautés, par exemple, quand il y a des changements dans les populations animales, les gens, ça va créer une différence, une altération à leur accès aux ressources. Donc ça, c'est pour se nourrir. Effectivement. Donc puis ça, c'est une composante de la sécurité alimentaire. Donc c'est vraiment un peu de venir faire le lien entre ce qui se passe dans l'écosystème puis ce qui se passe dans les communautés. C'est une approche qu'on appelle socio-écologique, où on essaie de réconcilier, parce que c'est pas vrai que les humains, on vit en vase clos des écosystèmes. On en dépend de différentes manières. Donc, je travaille plus particulièrement dans une communauté, Cambridge Bay, où j'applique cette approche-là socio-écologique, puis je mélange des outils de la biologie, puis des entrevues. Donc, avec les gens. Effectivement. Donc, c'est un mélange c'est des méthodes mixtes, comme on appelle. Et puis, j'essaie de venir dresser un portrait là, de comment l'écosystème est important pour les gens, puis quels changements peuvent venir altérer la relation entre la communauté puis l'écosystème. Vous êtes toujours
à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Professeur Monterano-Serrano, vous, de votre côté, vous étiez sur le bateau, mais avez-vous eu des contacts avec les communautés? Et cette fois-ci, on a eu des contacts par la communauté parce qu'on a fait des missions de sauvetage. Mais sinon, on se balade un peu partout dans l'archipel canadien et au nord de la baie de Baffin. Et on est loin des côtes, en fait. Oui, expliquez-nous, une mission de sauvetage? Oui, en fait, c'était des missions à cause de que les conditions en Arctique, à cause du réchauffement climatique, les conditions de vent et de température sont très variables. Alors, il a eu des problèmes, en fait, avec des embarcations de pêcheurs à cause de que il avait beaucoup de glace et il avait beaucoup de vent. Alors, donc, vous avez... Il a fallu donner un coup de main concrètement là-bas. Ouais. Est-ce que vous leur avez parlé de vos travaux? Est-ce que eux sont capables de vous dire qu'il y a des changements? Non, on n'a pas eu. Dans cette situation-là, la mission scientifique est mise de côté. Et c'est le travail de la garde côtière, en fait, donner un coup de main à ces communautés. Ouais. Entendu. Madame Falardeau, côté, est-ce qu'il va y avoir des retours, justement, des travaux scientifiques que vous faites pour ces communautés? Est-ce qu'elles vont avoir, justement, un écho de ce que vous faites? Oui, c'est clair. Ma recherche se veut vraiment, dans la mesure du possible, collaborative avec la communauté. Donc, c'est très important pour moi de retourner après mes travaux pour disséminer les résultats. Chose que je vais faire cet automne. Donc, je fais un périple uniquement pour redonner les résultats. Puis aussi, j'aime beaucoup mener des ateliers avec les jeunes d'Inuit sur l'écosystème marin, sur l'approche que j'utilise dans ma recherche. Par exemple, j'utilise une approche qu'on appelle par scénario. J'ai mené un atelier participatif cet hiver, puis ça vise à... On imagine ce à quoi l'Arctique pourrait ressembler en 2050. Puis c'est un atelier qui a eu beaucoup de... Un grand écho, puis j'aimerais ça le mener avec des jeunes, par exemple. Donc c'est vraiment un volet qui est important pour moi de redonner autant que je peux. Puis moi, j'apprends énormément là, de la communauté. Là. En fait, c'est surtout moi qui apprends. Là. Oui. Qu'est-ce qu'ils vous disent à propos des changements? Est-ce que eux le constatent? Je suppose qu'un glacier qu'ils font, on le voit. Mais est-ce qu'ils voient vraiment concrètement que ça bouge et que ça change? Ça va varier, évidemment, tout dépendant du niveau d'activité des résidents dans l'écosystème. Donc, les chasseurs, les pêcheurs vont avoir une connaissance beaucoup plus fine des changements. Puis, eux, oui, effectivement, ils m'ont reporté différents changements, mais c'est pas facile d'observer à l'œil nu des changements parce que avec les changements climatiques, ça peut créer, par exemple, avec la diminution de la glace à certaines zones, ça peut créer une augmentation de la productivité, donc des plus gros poissons. Puis à d'autres zones, ça peut faire l'inverse. Donc c'est pas simple la réponse des écosystèmes, c'est très complexe. C'est pas homogène finalement partout. Mais par exemple, pour ce qui est de l'étude des lançons, j'avais combiné mes données biologiques récoltées sur la Munsen puis sur un autre navire avec des entrevues que j'avais faites avec les pêcheurs. Puis eux aussi avaient observé du lançon du Pacifique, non seulement en termes des poissons carrément des bancs, mais aussi dans les estomacs, dont le chevalier. Puis moi, c'est un projet que je maintiens toujours. Je dis aux gens, si vous envoyez-moi des photos, des choses comme ça, puis ça arrive à peu près une fois par 6 mois ou par 8 mois que quelqu'un m'envoie une photo d'un estomac de quelque chose ouvert avec des lançons à l'intérieur. Donc, c'est le genre de collaboration que je trouve super intéressant. Oui. Professeur Monterano-Serrano, le réchauffement climatique va favoriser l'ouverture possible au passage du Nord-Ouest. Quel va être l'impact sur les fonds marins et les sédiments que vous étudiez? Alors, c'est exact. En fait, la fonte des glaces rend de nouvelles voies navigables dans les passages Nord-Ouest, qui est une route plus courte, en fait, que celle passant par les canaux de Suez ou de Panama pour les transports maritimes. Mais malgré que l'Arctique canadien représente plus que 40% de la superficie du Canada, il existe peu de données en fait sur la physionomie et la composition du fond marin. Alors, il est premièrement primordial d'établir un état initial qui va permettre qui servira de référence en fait pour évaluer l'impact de l'augmentation de la circulation marine dans cette région.
Alors, une augmentation du trafic maritime de l'archipel arctique canadien, il va accroître les rejets de polluants dérivés de substances inorganiques qui sont riches en plomb, arsenic, chrome et organiques comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques, qui pourront être émis par les fuites de l'huile ou des carburants et par la combustion des hydrocarbures. Alors, il faut vraiment connaître l'état initial pour pouvoir dire dans le futur que... Oui, le temps zéro, c'est le temps zéro exact, que vous documentez. Pour évaluer l'impact de l'augmentation du trafic maritime dans le passage nord-ouest. Oui. Madame Falardeau-Côté, est-ce que ça vous inquiète, l'augmentation du trafic? Est-ce que ça va permettre à certains poissons de s'engouffrer avec les navires? Je ne sais pas. Ou la pollution, de toute façon, oui, la pollution va avoir un ça impact. pourrait être quelque chose à vraiment garder à l'œil. Mais bon, moi, je garde vraiment le rôle de la scientifique tout le temps. Donc, c'est pas mes inquiétudes que je regarde, mais plutôt celles des communautés. Oui. Puis, effectivement, dans le cadre de ma recherche, j'ai fait des entrevues où je demande aux gens quelles sont leurs préoccupations pour le milieu marin maintenant, puis en 2050. C'est ouvert là, comme question. Puis, bien entendu, le trafic maritime est revenu assez fréquemment. Puis, la pollution qui est issue des navires, parce que les gens se demandent quel type de régulation on pourrait mettre, comment on fait pour faire le suivi quand il y a pas des gens assis sur des chaises là à chaque coin du passage nord-ouest qui surveillent s'il y a des bateaux qui passent. Donc, il va falloir réfléchir à une façon de pouvoir surveiller. Par exemple, la communauté où je travaille, ils sont en train de développer un projet pour installer des caméras pour venir voir là, les bateaux qui passent, compter les bateaux qui passent, essayer de voir quels sont-ils, à qui appartiennent-ils, justement pour venir un peu avoir une meilleure vision là, de ce qui se passe. Il y a le trafic maritime, mais il y a aussi le gouvernement québécois qui veut développer le Nord avec le fameux plan Nord, même si on n'en entend plus beaucoup parler. Ça pourrait avoir des impacts négatifs sur cet écosystème fragile. Est-ce que ça serait susceptible de vous inquiéter, professeur Montero? Oui, en fait, c'est ce qu'il faut dire. En fait, c'est, comme je l'ai dit, en fait, c'est qu'on connaît mal, en fait, la physionomie du fond marin. Donc, des points de vue, ça représente un danger pour la navigation. Par exemple, un malheureux accident l'a bien démontré. Pendant notre mission, un navire s'est échoué à l'ouest du golfe de Botia sur un haut fond rocheux avec 172 personnes à bord. Heureusement, personne n'a été blessé, mais ceci démontre qu'on connaît mal, en fait, la physionomie du fond marin de l'archipel, et que ça représente vraiment un danger et qu'on n'est pas encore prêt, en fait, à donner une ouverture complète. Je vous remercie à tous les deux. Donc, on était en compagnie de Marianne Falardeau-Côté, candidate au doctorat dans le département des sciences et de ressources naturelles à l'Université McGill, et de Juan Carlos Montero Serrano, professeur en géochimie et géologie marine à l'UQAR. Merci. Merci. Avec plaisir. Merci. C'est maintenant le temps de passer le micro à notre scientifique éditorialiste, une nouvelle rubrique où un chercheur réagit à un sujet d'actualité. Bonne écoute. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Jade Brossard, je suis géologue de formation et étudiante à la maîtrise en océanographie dans le domaine de la géologie marine, et tout ça à l'Institut des sciences de la mer à l'UQAR à Rimouski. En tant que futur océanographe, un sujet d'actualité qui me fait particulièrement réagir est bien sûr la pollution alarmante qui est présente dans tous les océans du globe. C'est un sujet important pour moi, puisqu'en étudiant les océans, on apprend à quel point ceux-ci sont importants pour plusieurs paramètres, que ce soit pour l'équilibre de la planète, pour le climat ou pour la biodiversité. En plus du réchauffement climatique qui menace beaucoup les océans, nous avons la pollution qui s'accumule sans cesse. Celle-ci est dévastatrice pour nos océans et peut se retrouver à travers le transport maritime, le déversement de pétrole et bien sûr le fameux plastique. La pollution de plastique dans les océans est une très grande problématique actuellement. Je suis sûre que vous avez tous vu des vidéos à ce sujet sur les réseaux sociaux. Présentement, on retrouve des déchets de plastique dans tous les océans du monde, particulièrement dans la gyre subtropicale du Pacifique Nord où on trouve ce qu'on appelle un continent de plastique. Ce continent fait 6 fois la France et 1/3 des États-Unis. C'est donc immense. C'est un gros rassemblement tant de macro- et microplastiques. C'est catastrophique quand on sait que dégrader du plastique peut prendre des milliers d'années, en plus de pouvoir se bioaccumuler le long de la chaîne trophique. D'ailleurs, cet été,
6 chercheurs de l'Institut des sciences de la mer de Rimouski, incluant moi-même, avons participé à une mission scientifique dans l'Arctique canadien à bord du brise-glace l'Amundsen. Cette mission avait pour but d'évaluer les impacts des changements climatiques sur l'environnement marin du Grand Nord. À bord, il y avait plusieurs équipes, dont une qui étudiait les microplastiques, puisque ceux-ci se sont répandus partout avec la circulation thermohaline, et ce, même dans nos régions polaires, malgré le fait que celles-ci sont très peu habitées par l'humain. Donc, réduire la quantité de déchets et réduire les émissions de gaz à effet de serre devait être prioritaire de nos jours si on veut préserver nos océans, et c'est important d'agir maintenant. Il est donc important de faire des choix judicieux et mettre de l'avant les valeurs environnementales. Dans la politique, ce n'est en effet pas tous les partis qui visent à améliorer la qualité de l'environnement et, par le fait même, la qualité des océans. Certains veulent même augmenter l'exploration et la production d'énergie fossile, comme le pétrole, le gaz naturel, et ceci menace directement la santé de notre beau golfe du Saint-Laurent. Et certains n'osent même pas s'engager à atteindre l'objectif d'avoir un minimum de 10% d'aire marine protégée, qui fait partie des objectifs internationaux de la Convention sur la diversité biologique. Nous sommes dans une génération où nous n'avons plus le choix de prendre soin de nos océans. Nous sommes aussi dans une génération où les réseaux sociaux ont une très grande place dans nos vies. Ils offrent donc une belle plateforme pour sensibiliser les gens, mais il ne faut pas seulement partager des vidéos choquantes sur Facebook. Il est important aussi d'agir. Comment qu'on peut agir? Comment qu'on peut aider à la préservation de nos océans? C'est assez simple en fait. Il faut continuer à faire des efforts et des choix écologiques au quotidien. Il faut sensibiliser la population, particulièrement les jeunes, leur donner des outils pour mieux gérer leurs déchets à la maison, avoir une meilleure conscience de l'environnement qui les entoure et leur transmettre l'importance de la protection des océans. Il est aussi important, bien sûr, de faire avancer la science. Par exemple, comme les recherches que nous faisons en géologie marine, on se concentre sur l'étude des changements climatiques passés, soit dans les derniers millénaires, pour mieux comprendre les impacts des changements actuels et futurs. En plus, les nouvelles percées scientifiques pourraient peut-être convaincre les sceptiques face au réchauffement climatique ou encore aider au développement de nouvelles technologies qui sont plus vertes et meilleures pour l'environnement. Donc finalement, il est important d'adopter une attitude positive face à la situation environnementale actuelle, continuer à faire des efforts malgré tout le chemin qui nous reste à faire. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche François Cartier et au micro Isabelle Burguin. Vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio VM en podcast sur le site de l'agence Science Presse. Je vous redonne l'adresse sciencepresse.qc.ca et aussi sur vos réseaux sociaux préférés. À la semaine prochaine. Jin Jiahua est un chercheur typique